Le Mali, vaste territoire semi-désertique, est coupé en deux depuis quelques mois, puisqu'il y a eu une invasion des rebelles Touaregs qui a entraîné la venue des islamistes fanatiques qui ont voulu imposer la loi de la charia. Automatiquement, les gens se sont expatriés, certains se sont déplacés vers le sud, de manière à fuir la prise des villes et de se réfugier dans leurs familles respectives qui peuvent être dans les grandes villes du sud. Ce village de Bamba se situe donc sur le fleuve Niger, entre les villes de Gao et de Tombouctou. Il y a 1 millier d'habitants qui sont coupés du monde. On parvient à avoir des informations d'une manière indirecte, par ricochet, selon les bons vouloirs de nos amis qui sont sur place. Compte tenu des événements qui se sont déroulés d'une manière précipitée, notamment dans ce mois de janvier, la résolution des Nations Unies numéro 2085 était déjà un cadre juridique dans lequel le pays qui serait appelé à intervenir serait légal. Il s'est avéré que les événements se sont précipités dans la nuit du 9 janvier. Le président de la République du Mali a fait appel à un devoir d'assistance et non pas à un devoir d'ingérence, c'est-à-dire porter un appui à la reprise des activités administratives, militaires et si possible humanitaires dans tout le Mali. Dans votre question, la première démarche d'une armée, évidemment, est de rétablir l'autorité d'un État. Or, l'État était évanescent. Depuis quelques mois, il n'y avait plus d'État au sud, puisqu'il y avait eu, en plus de l'invasion au nord, un coup d'État au sud. Toute la classe politique était désarçonnée par cet état de fait. Les troupes françaises ne s'occupent pas de politique, elles interviennent simplement pour remettre en ordre l'armée malienne qui est complètement désorganisée et les aider à revenir dans le nord pour administrer ce pays qui fait partie d'un territoire unique, laïque et démocratique. Vous auriez pu ajouter aussi la Libye. Cependant, il ne faut pas oublier que l'appel au secours du président a été déterminant. Le président malien, ayant compris que l'invasion était imminente dans le sud, il n'y avait pas d'autre possibilité pour eux de se défendre. Donc ils ont fait appel au pays qui était le plus avancé dans la négociation, c'était la France. On peut s'interroger maintenant sur la durée que va pratiquer les autorités françaises, mais d'après les dernières déclarations, la mission de la France est de rétablir l'intégrité du territoire et de finir la pacification autour d'une table de négociation avec toutes les parties qui ont été des belligérants, plus ou moins sanguinaires ou pas. Il y a des richesses souterraines dans le territoire nord du Mali qui expliquent en partie les revendications des rebelles touaregs. Il ne s'agit pas de culture ou de folklore touareg, il s'agit des perspectives de ce futur État qu'ils envisagent indépendant, qui à mon sens n'a pas une forte chance de réussir. Par contre, une certaine autonomie serait certainement un élément de négociation. Le sous-sol malien contient du pétrole, de l'uranium, d'autres matières premières qui peuvent faire la richesse de ce pays tout entier. Grande question. J'ai le mois dernier invité à Narbonne un ancien otage d'AQMI, M. Pierre Kamat, qui a fait un brillant exposé, mais un émouvant exposé sur ses conditions de détention. On a affaire à des gens qui sont sans foi ni loi. Sans foi, c'est encore un jeu de mots qui est mauvais, puisqu'ils sont inféodés à une discipline islamiste, dure, crue.
cruel même parfois, puisqu'on procède à des flagellations, des amputations, des viols. C'est inimaginable les violences qu'il y a dans ce pays. Le vrai problème de la libération des otages réside dans la façon d'aborder les négociations, ce qui est très compliqué et d'une manière générale empreinte d'un secret total. On sait très bien qu'ils sont en vie, mais on ne sait pas les conditions exigées par les ravisseurs. Il faut prendre ce problème dans sa globalité. En fait, le Mali est le ventre mou du Sahel, mais c'est plusieurs pays qui sont concernés par l'arrivée des islamistes radicaux, aussi bien la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, sont menacés à brève échéance de ce problème. Le président Hollande se réfugie dans la résolution des Nations Unies qui lui trace un cadre juridique valable pour 1 an. Donc on peut supposer que d'ici 1 an, les choses seront beaucoup plus claires quand l'opération Serval sera finie et que les élections auront lieu au Mali. Ce qui sera très difficile à organiser quand on sait que dans le nord, rien n'existe actuellement. L'administration a été complètement éliminée, il n'y a aucune structure. Tout est à refaire. Les otages français sont là-bas depuis plus de 2 ans. On ignore les conditions actuelles de négociation. On peut supposer que ce sont 2 stratégies différentes. Pour les Algériens, ça a été la stratégie de ne pas dialoguer, de ne pas négocier. On a vu le carnage que cela a provoqué, mais y avait-il d'autres solutions? Point d'interrogation. Pour les Français, le problème se pose en d'autres termes parce que certains étaient des employés du privé et il y a une connexion avec le groupe Areva qui exploite l'uranium au Niger, qui, eux, peuvent financer certainement l'opération. Faut-il financer? Là aussi, il y a les pour et les contre. Pour Pierre Kamat, on a échangé contre 4 islamistes qui étaient emprisonnés au Mali. Est-ce qu'on va négocier avec des tortionnaires? Est-ce qu'on va négocier avec des bandits, des voyous, des assassins? C'est une réponse qui nous sera donnée dans quelques semaines, certainement. Non, je ne pense pas. France-Afrique n'a plus sa raison d'être. D'abord, depuis plusieurs années, on essaie par tous les moyens de clarifier les accords qui existent bilatéraux entre les pays africains et les pays d'Europe. La France avait un particularisme à part puisqu'elle négociait avec des dictateurs ou des maîtres pantins du pouvoir en Afrique. Je ne crois pas que le Mali soit un pays docile au point d'accepter le point de vue de la France. Ils ont une certaine maturité démocratique comme le Sénégal ou même le Niger où les parlements ont leur mot à dire dans toutes les prises de décision. Marie-Hélène Fabre, députée de l'Aude, a une particularité, c'est qu'elle répond toujours au courrier que leur adressent les futurs électeurs. Pour mon cas, elle a répondu d'une manière favorable en présentant mon dossier de ce que sera le futur Mali dans les années qui viennent, à savoir que sur la table de négociation, non seulement il faudra débattre d'un dialogue de paix, mais j'ai demandé à ce qu'il y ait aussi un traité international au niveau des Nations Unies afin que ces conflits ne recommencent dans quelques années. Et troisième volet,
de développer tout le Sahel, tous les pays partenaires du Sahel, à condition qu'ils se mettent d'accord sur un projet qui équivaut à un plan Marshall, avec des grandes réalisations qui apporteraient un secours à toute cette jeunesse désœuvrée africaine qui n'a pas d'espérance de pouvoir s'exprimer d'une manière générale dans l'accomplissement de leur vie, puisqu'ils ne sont sans travail et sinon sans infrastructure pour leur avenir. Donc Marie-Hélène Fabre a très bien compris la situation et a recommandé mon dossier auprès du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ainsi que le directeur de cabinet de M. François Hollande. Il se trouve que dans mes archives ou dans mes cartons, j'ai un projet sur le Sahel qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'université de Gand en Belgique et de l'université de Riyad en Arabie Saoudite, à savoir la projection d'un immense projet à travers tout le Sahel. Évidemment, on va nous considérer comme des fous, comme Paul Riquet quand il a voulu faire le canal du Midi, Ferdinand de Lesseps voulant creuser le canal de Suez ou celui de Panama. Mais là, il s'agit d'un canal de 6600 km qui partirait de Mauritanie, de Nouakchott, à travers toutes les dunes et tous les règues du Sahara, direction Tombouctou, Agadez, et remontant vers le nord, vers Saloun, dans le golfe de Sirte, sur la frontière libyenne et égyptienne, pardon. Et donc cette perspective, patronnée par les universitaires, mais aussi par des plans élaborés par des ingénieurs, financés par des pétrodollars des pays du Maghreb et du Golfe, donnait une espérance certaine pour des décennies à des milliers de jeunes Africains qui deviendraient d'abord peut-être des travailleurs, des ingénieurs, des cadres, des entrepreneurs, de manière à développer cet immense projet qui s'étalerait sur une vingtaine d'années dans sa phase de réalisation. C'est un projet qui est dans l'air. Je ne sais pas s'il aboutira, mais j'ai demandé à ce qu'il soit posé sur la table de négociation. Je dois vous dire que l'état des lieux sera certainement un élément déterminant pour savoir ce qui reste à reconstruire. Aux dernières nouvelles, le drapeau islamique flottait sur la mairie de Bamba. Il était interdit de fumer, de boire, de jouer au football, de regarder la télévision, d'écouter de la musique occidentale. Les femmes devaient être habillées à la manière prévue par la charia, les hommes aussi. Donc, dans les esprits, il faudra peut-être quelques années pour remettre en ordre ce traumatisme très fort. Avec l'aide de notre association et celle de Longjumeau Afrique aussi, nous avons mis au point un système d'exfiltration des familles qui étaient menacées, instituteurs, directeurs d'école, agents de santé. Nous avons ainsi sauvé une quinzaine de familles en les expatriant sur Bamako. Et dernièrement, on a réussi à arracher des griffes des futurs enfants soldats. 9 élèves qui étaient plus scolarisés, nous les avons transférés sur Bamako après un voyage de 1200 km en bus, ce qui est très pénible pour l'avoir pratiqué. Et nous avons quelques informations comme quoi tout a été saccagé, y compris l'école d'infirmiers à Gao, où tout a été vandalisé. Il ne reste plus rien, donc tout est à reconstruire. L'avenir du Mali passe aussi par les appuis internationaux, nationaux et africains, mais aussi peut-être par le tissu des relations qui sont créées avec les ONG. C'est pourquoi, dans un avenir très proche, j'ai créé un appel au secours pour venir en aide à nos amis maliens. Cette opération s'appelle SOS Mali, qui, je l'espère, réunira assez de fonds pour aider les déplacés qui sont partis du nord dans les villes du sud, et cela sous couvert de HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés à Genève, qui patronne aussi l'opération. S'il y avait une note d'espoir à prodiguer à travers les médias, ce serait de dire qu'en Afrique, mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois.
Ceci dit, donc, à nous d'être les interlocuteurs, mais en même temps les bâtisseurs du futur Mali.